Bonjour. Alors, bienvenue à la conférence Les contractions en ataxie. Ah, il manque un bout, hein? En ataxie de Charlevoix-Saguenay, avenue de recherche et implications cliniques, présentée par Mme Isabelle Lessard et sa collègue. Donc, Mme Lessard a complété une formation en physiothérapie en 2001. Elle détient une maîtrise en recherche en sciences cliniques et complète actuellement un doctorat de recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, sous la supervision de Mme Cynthia Gagnon et M. Luc Hébert. Alors, bonne conférence. Merci beaucoup. Je vais également faire la présentation avec une collègue de travail extraordinaire qui travaille au Centre de réadaptation depuis 2000. Donc, elle est très expérimentée auprès de la clientèle atteinte de maladies neuromusculaires. Je vous présente Viviane Masterman. C'est celle qui va faire la deuxième partie de cette présentation. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter ma présentation puisque c'est la première fois que je parle de ce phénomène lors d'un congrès. Donc, je vous épargnerai ce qu'est l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, puisque pour la plupart, vous avez assisté à de nombreuses présentations depuis hier. Par contre, ce que je trouve important de souligner, c'est que moi, je m'intéresse principalement aux gens qui sont encore des personnes marcheuses, c'est-à-dire que nous, on a défini les gens qui marchent comme étant des gens qui se déplacent à l'intérieur du domicile sans égard à l'utilisation de l'auxiliaire de marche utilisé. Et au Québec, on sait qu'on a environ 309 personnes qui sont atteintes. J'ai actuellement accès à environ 60 marcheurs qui se situent, Montréal exclu, donc la région de Charlevoix, Québec et Saguenay. J'ai environ une population de 60 marcheurs. Donc, ils sont d'une richesse inestimable. Vous devez en prendre soin, s'il vous plaît. Donc, je vous présente ça. Ce qui est aussi important de savoir, puis vous en avez beaucoup entendu parler, mais il y a beaucoup d'atteintes qui sont au niveau du système nerveux central, au niveau périphérique, et secondairement, il y a des atteintes musculo-squelettiques qui arrivent. Donc, je tenais à faire un petit état des connaissances et à vous expliquer un petit peu aussi pourquoi on en est rendu où on en est aujourd'hui au niveau de la recherche. Je fais un clin d'œil au docteur Bouchard puisque ça fait 40 ans cette année que la maladie a été décrite pour la première fois. Donc, en février 1978, il a fêté ses 40 ans cette année. Et entre 1999 et 2013, la recherche s'est principalement concentrée d'un point de vue génétique. Donc, il y a très peu de recherches qui ont eu lieu d'un point de vue clinique, ce qui fait en sorte que les connaissances sont encore majoritairement à acquérir auprès de cette maladie-là. Et c'est qu'en 2011 qu'il y a eu la création de l'équipe émergente qui avait comme but de caractériser la maladie et d'identifier les meilleurs marqueurs biologiques dans le but éventuel de faire des essais thérapeutiques. Donc, depuis 2011, c'est là principalement qu'on s'est consacré à l'aspect clinique de la maladie. Donc, à ce jour, malgré toutes les recherches très approfondies de la littérature, on a seulement 11 études qui ont caractérisé les déficiences et certaines déficiences et encore moins de limitations d'activité, dont 5 parviennent du centre de recherche où je travaille à Jonquière. Donc, c'est très peu encore. Nous en sommes à la base de l'acquisition des connaissances. Vous avez tous vu que la maladie était divisée principalement en lien avec les structures qui sont lésées. Et je tiens quand même à faire une bémol auprès de cette division théorique-là des signes et symptômes, puisqu'ils ne tiennent pas compte des interrelations qui existent entre les diverses structures du système nerveux central. Donc, je ne m'étendrai pas davantage, mais on sait qu'il y a des atteintes pyramidales, cérébelleuses, qui est l'ataxie à la marche principalement, et l'incoordination. On sait également qu'il y a une atteinte, neuropathique qui va entraîner une faiblesse au niveau distal et des déformations au niveau des pieds. Et il y a également d'autres caractéristiques qui sont présentes chez environ 7 % de la population, mais il y a tout de même des contractures et des rétractions qui sont importantes à souligner. Ce sur quoi la présentation porte aujourd'hui, c'est principalement sur les déficits moteurs. Donc, c'est-à-dire la présence de spasticité, de faiblesse théorique et la présence de co-contraction qui, j'apporte aujourd'hui cet élément-là. Mais ce qui est important de souligner, c'est l'hétérogénéité de l'ensemble de la manifestation des signes, mais aussi de la progression dans la maladie, ce qui amène un défi incroyable au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de la clinique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, puisqu'ils sont tous différents? Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Comme je m'intéresse principalement à la marche, je suis allée voir dans la littérature ce qu'on savait. On a bien peu de connaissances, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a la chance que tout le monde ait suivi la clinique des maladies neuromusculaires au même endroit, et la majorité sont diagnostiquées vers l'âge entre 2 et 4 ans. Donc, les premiers symptômes apparents
pour les parents sont vers l'âge de 18 mois, 18-24 mois, lors de l'acquisition de la marche. Et il y a une recherche qui a été faite de façon rétrospective en 2013 qui disait que déjà à l'âge de 18 ans, 72 % des personnes présentaient une ataxie légère à la marche et 28 une ataxie modérée déjà. Et la perte de la marche, on sait, environ 40 ans. Par contre, moi, je trouve ce qui est le plus important, c'est la variabilité. Donc, dans la première étude, c'était entre 21 et 72 ans. Dans la deuxième étude, c'était 30-49 ans. Ce qu'on sait, c'est que cliniquement, les difficultés à la marche sont vraiment reliées à des problématiques de restriction importantes telles que le travail, les loisirs et la vie autonome à domicile. Et une étude qui a été réalisée au Saguenay démontrait qu'il y avait une diminution importante de la participation aux activités de la vie quotidienne et aux rôles sociaux vers l'âge de 40 ans. Donc, les déplacements sont très importants. Ce qu'on sait également, c'est que cliniquement, et je dis bien entre parenthèses, en 2003, c'était la pensée, c'est cliniquement, c'est que les difficultés qui étaient présentes à la marche étaient principalement associées à de la spasticité aux membres inférieurs, telle que je vais le définir tout à l'heure. Et l'augmentation progressive de la spasticité était majoritairement responsable de la difficulté qui était lors de la marche, lors de la difficulté au transfert. Mais il y avait une étude en 1980 qui associait les difficultés à la marche principalement à la présence de co-contractions excessives. Maintenant, ce qu'est la spasticité, c'est un grand point d'interrogation, puisqu'au niveau mondial, il n'y a encore à ce jour aucun consensus sur cette définition. Ce qui fait en sorte que quand on lit des articles et que les auteurs ne donnent pas la définition de la spasticité qu'ils ont utilisée, c'est pratiquement impossible de comparer les études. Et ça, on est en 2018. Par contre, d'un point de vue historique, la première définition de la spasticité, c'était vraiment la difficulté, c'est l'augmentation du tonus musculaire lorsqu'on bouge le membre de façon passive et c'est vélo-dépendant. Donc, ça, c'est la première définition et c'est la définition qui est utilisée historiquement pour définir la spasticité dans l'ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay. Maintenant, en 2005, ils ont ajouté à cette définition-là que c'était également un tonus qui était augmenté au repos, mais à l'activité. Donc, à ce moment-là, il y avait la marche, quand les gens faisaient des transferts, l'augmentation du tonus était maintenant dans la définition de la spasticité. Et en 2010, ils ont ajouté ça comme étant le contrôle sensorimoteur désordonné, résultant d'une lésion du motoneurone supérieur, se présentant comme une activation musculaire involontaire, intermittente ou maintenue. Alors là, ça devient très chaotique de comparer les études entre elles, puisque ça inclut la rigidité observée chez les Parkinsoniens, ça inclut les co-contractions, ça inclut ce qu'on entend par la spasticité historiquement. Donc, c'est très difficile de bien se situer dans tout ça. En ataxie, ce qu'on observait depuis des années, c'était que cliniquement, lorsqu'on faisait des tests qui évaluaient spécifiquement la spasticité, les gens ne semblaient pas si spastiques que ça. Et en plus, les neurologues, lorsqu'ils donnaient de la médication telle que du baclofène, des pompes aliorézales, les gens ne réagissaient pas aussi bien que dans les maladies comme la sclérose en plaques ou bien les gens qui font des AVC. Puis en plus, souvent les effets secondaires qui étaient associés à la médication étaient encore plus grands que les effets bénéfiques. Et lors d'une étude en 2015 que je réalisais la collecte de données, je vous jure, cette journée-là, j'avais un chandail qui disait « Vivez plus, pensez moins ». C'était tout à fait inapproprié pour ce que j'allais voir cette journée-là. Donc, j'ai observé, j'évaluais la force musculaire de façon quantifiée selon un protocole très, très standardisé. Et là, ce que je demandais à la personne que vous allez voir, je demandais de faire une flexion du genou. Vous allez voir, j'ai failli avoir un coup de pied au visage, puisque ce qui est arrivé, la vidéo est un petit peu floue, je lui ai demandé de faire une flexion du genou, et là, il fonctionne. Et ce qui est arrivé, j'ai eu une inversion du mouvement. Donc, cette personne-là était âgée de 33 ans. Il va sans dire que la flexion de genou au niveau de la force, ma valeur était pas bonne, puisque ce que j'évaluais, c'était pas de la force. Mais là, on a commencé à se questionner, mais qu'est-ce qui crée ce phénomène-là? Et est-ce que c'est présent chez tous nos individus qui ont l'ataxie Charlevoix-Saguenay?
Et là, on a retourné dans la littérature et ce que l'on pense, à l'heure actuelle, ce serait dû à une problématique de co-contraction musculaire. Chaque individu ici, on a des co-contractions. C'est de l'activation simultanée du muscle qui permet le mouvement, mais aussi celui qui, normalement, devrait le ralentir, ce qui permet d'augmenter la stabilité articulaire, puis ça permet aussi d'avoir des mouvements fluides. Donc, chaque être humain a des co-contractions musculaires. Là où c'est problématique, c'est quand on a une activation qui est inappropriée, c'est-à-dire que nos muscles, nos deux muscles, celui qui est sur le dessus et le dessous, fonctionnent de façon simultanée et de façon excessive. Ça peut être aussi que les deux partent en même temps dans l'activation, et ça peut également être qu'il y a un chevauchement réel au niveau de l'activation, ce qui fait que les mouvements s'inversent, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo. Les causes, il y en a dans la littérature. Les gens qui ont les ataxies héréditaires, souvent, ce sera des stratégies d'adaptation. Par contre, dans l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, c'est pas juste ça. On a également un problème de déficit primaire qui reflète un manque de sélectivité du mouvement, Ce qu'on sait maintenant sur la spasticité, malheureusement, quand on utilise une échelle qui est comme l'échelle d'Ashworth modifiée, souvent les protocoles ne sont pas standardisés dans les études. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a évalué en 2011 une cohorte de 28 personnes, et ce qui est ressorti, c'est ce que cliniquement on pensait. Les gens avaient en moyenne une spasticité qui était dite discrète, donc c'était peu. Pour 92 % de la population, c'est au niveau des fléchisseurs du genou. Au niveau des extenseurs, c'était 85 % et au niveau des adducteurs, c'était 50 %. Donc là, on s'est dit, oh, alors ce qu'on observe, c'est pas l'augmentation de spasticité discrète qui va entraîner toutes les difficultés qu'on observe à la marche, au transfert, tout ça. Et l'étude de 1980, qui n'a jamais été reprise malheureusement, c'est Richard et ses collaborateurs disaient que les gens avaient un index de co-contraction qui était entre 1,7 à 5,3 fois plus grand chez les personnes ataxiques que les personnes saines. Donc déjà, elle avait démontré qu'il y avait une problématique, mais cet article-là, il a un peu passé sous silence et n'a jamais été repris dans aucune étude. Donc, de là est né un peu mon projet de doctorat aussi. Moi, mon projet de doctorat, dans le fond, c'est d'identifier c'est quoi les principales déficiences et limitations d'activité qui vont nuire dans les déplacements à la marche. Mais une de mes sous-sections, j'utilise un appareil EMG, c'est-à-dire d'électromyographie. J'installe des électrodes sur les jambes et j'évalue c'est quoi l'activation musculaire. Donc, pour réaliser ça, comme il y a une très grande variabilité dans notre population, j'ai fait en collaboration avec un étudiant qui était boursier du CIRIS. À l'été 2017, j'ai développé un protocole qui me permettait de bien évaluer l'ensemble des personnes selon leur gravité également. Moi, j'en voulais de toutes les gravités, c'est-à-dire des gens qui marchaient sans auxiliaire, des gens qui marchaient avec une marchette. Et moi, je voulais des marcheurs, on se rappelle bien, donc je n'avais pas personne en fauteuil roulant. Dans mon échantillon, j'avais 2 personnes saines. Ils devaient être âgés de plus de 18 ans. Et les personnes saines n'avaient aucune problématique, là, soit neurologique, mais également musculo-squelettique. J'ai évalué également 3 personnes qui étaient atteintes d'ataxie, qui étaient marcheurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'excluais évidemment les femmes enceintes, les gens qui avaient d'autres conditions qui pouvaient engendrer des difficultés fonctionnelles ou qui avaient également des pompes intratécales, puisque ça pouvait influencer mes résultats. Donc ici, c'est juste pour vous montrer, comme je vous disais, j'avais des gens en marchette, des gens avec aucun auxiliaire de marche. Je vous présente des résultats qui sont préliminaires, mais toutefois, c'est quand même intéressant. Donc, si on regarde, au début, j'ai mes personnes saines et à la fin, j'ai mes 3 personnes atteintes d'ataxie. Si on regarde l'extension du genou, en bleu, c'est le muscle qui est activé lorsqu'on étend notre genou principalement. Et en rouge, c'est celui qui est situé sous la cuisse, le biceps fémoral. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une augmentation nette au niveau du biceps fémoral, de l'activation globale du biceps fémoral des personnes atteintes d'ataxie versus celles qui sont saines. Et j'observe le même phénomène pour ce qui est de la flexion du genou. Mais également, un phénomène que j'ai observé à laquelle, je ne m'attendais pas, c'était que lorsque j'ai évalué les profils d'activation plus précis, j'avais réellement une superposition au niveau de mon activation musculaire. Donc ça, j'ai été très surprise de voir ça.
Donc, ça veut dire, cette personne-là, pendant quelques temps, les deux muscles travaillaient au même niveau d'activation. Donc, j'avais aucun mouvement qui se produisait et à un moment donné, il y a eu une inversion du mouvement. C'était la personne qui était le plus atteinte, soit dit en passant. Et ça, on fait juste regarder rapidement. Ma flexion du genou, je l'évalue lors couché sur le ventre. Et ce qu'on peut voir rapidement, c'est qu'il y a une activation de tous les muscles lorsque je demande la flexion du genou. Et c'est extrêmement difficile pour cette personne-là de le faire. Donc, actuellement, on a fait une collecte de données. Je me suis dit, suite à ces résultats-là, que c'était intéressant d'aller voir chez une plus grande population. Le 21 mai, je vais avoir évalué mes 35 marcheurs lors de la collecte de données, qui est beaucoup plus vaste que ça. Mais je vais pouvoir analyser mes données cet été, chose que je n'ai pas fait encore. Donc, comme ça, je vous ai dit. Cette image-là, je veux juste vous présenter le manque de sélectivité du mouvement. On voit bien, là, peu importe le muscle que j'évalue, mais vous voyez bien que tous les muscles commencent à contracter en même temps. OK? Et là, c'est à toi, mon ami. Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est sûr que moi, en tant que physiothérapeute à la clinique des maladies neuromusculaires à Jonquière, je vois cette clientèle-là sur une base régulière. Donc, c'est pour ça qu'Isabelle m'a demandé de participer à sa présentation pour l'aspect un petit peu plus clinique. Donc, c'est sûr que au niveau des causes, quand on parle d'éco-contraction, c'est sûr que c'est des stratégies d'adaptation que les gens prennent au niveau, pour récupérer au niveau de l'équilibre aussi. Donc, l'aspect, l'atteinte cérébelleuse chez cette clientèle-là, il est ici? OK. Donc, quand on parle là, au niveau des ataxies, la portion cérébelleuse amène, oui, de l'ataxie, des déséquilibres, mais cet aspect-là a vraiment un impact important sur les autres. Donc, c'est sûr que quand on cherche on va aller chercher à stabiliser les personnes pour justement éviter l'impact sur l'augmentation des co-contractions, qui est une recherche aussi de stabilité. C'est plus réactif. Donc, nos objectifs en tant qu'intervenants cliniques, c'est sûr, c'est de maintenir, et ça pour tous les intervenants avec ces maladies-là et les autres, c'est de maintenir la fonction le plus longtemps possible. En tant que physiothérapeute, on parle... Ça va vite, hein? Donc, en tant que physiothérapeute, on parle bien sûr de la marche, maintenir la marche le plus longtemps possible et la capacité au transfert, donc tous les déplacements. Donc, ce qu'on veut, c'est stabiliser par l'ajout d'aides techniques, d'exercices, d'accessoires de marche pour essayer justement là, de diminuer l'éco-contraction, fait qu'avoir un impact sur cet aspect-là. Diminuer les schèmes anormaux de mouvement aussi vont aider à avoir un impact là-dessus. Donc, suite à ces schèmes anormaux de mouvement-là, c'est sûr qu'on ne va pas chercher toute l'amplitude de nos mouvements, ce qui crée bien sûr des rétractions musculaires et des ankyloses secondaires. OK. Tu l'introduis? Oui. Ouais. Oups, lui, il ne marche pas peut-être. Ouais. Donc ici, on a une démarche typique d'une jeune ataxique. On voit bien au niveau de l'équilibre, mais on voit bien aussi l'éco-contraction où on parlait de spasticité, mais l'éco-contraction au niveau des membres inférieurs qui amène un patron perturbé et n'est pas capable de sortir de ces schèmes-là. Donc, si on veut aller corriger ça, on va essayer d'aller la stabiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et prévenir tous ces mauvais patrons de mouvement-là, ces ankyloses-là? C'est par l'appareillage, comme on a dit. On parle d'orthèse, on parle de cupule californienne, on parle d'orthèse tibiale, articulée préférablement. On parle d'auxiliaire de marche. Souvent, ça va être plus un double appui, justement, là, pour stabiliser le plus possible au niveau de l'équilibre. Donc, les marchettes, quand les ataxiques sont beaucoup au niveau antérieur, hein, à courir après leur équilibre, souvent, pour la fonction, on va leur donner un ambulateur ou une marchette à roulette, mais un ambulateur, ça va vite, donc ça augmente aussi le problème. On s'est questionné dernièrement
sur l'utilisation de marchettes postérieures qu'on n'a pas essayé encore avec nos adultes, mais qui est utilisée là, davantage en pédiatrie. Donc, on va regarder par rapport à ça dans les prochaines semaines. Au niveau de la réadaptation aussi, c'est certain qu'on va essayer avec ces stabilisations-là d'aller chercher un entraînement sur la dissociation des mouvements, une meilleure qualité de mouvement. Au niveau des lignes gravitaires, essayer de corriger nos lignes gravitaires et nos stratégies d'équilibration. Nos APA, nos ajustements posturaux anticipatoires aussi sont certainement perturbés. Toutes les réactions d'équilibration sont beaucoup dans la protection. Donc, essayer de, par nos orthèses aussi ou notre appareillage, d'aller entraîner là, ces réactions-là. Et beaucoup d'enseignements sur la mobilité fonctionnelle, les techniques de mobilisation, techniques de transfert aussi, pour éviter d'embarquer dans les schémas normaux et nos co-contractions exagérées. Je cours. Donc ici, on voit un autre type de patron qu'on voit souvent aussi là, en ataxie. Lui, il est quand même moins rigide, moins raide. Donc, on voit bien l'ataxie tronculaire et la faiblesse probable qui est compensée aussi là, par ces contractions-là. Donc, j'ai pas mal fait le tour avec lui. Donc, la réadaptation, nous, on a la chance quand même d'avoir une piscine aussi. Fait que ça aussi, là, ça pourrait être une bonne option de thérapie avec eux. Et bien sûr, de maintenir leur fonction musculaire par du conditionnement. Je sais pas comment essayer de les partir les deux en même temps. Donc, ici, on voit un autre type de patron également. À gauche, on voit, je crois qu'elle avait ses cupules californiennes. On n'a malheureusement pas le vidéo, on l'avait filmé avec un ambulateur aussi pour voir la différence. C'est certain qu'avec l'ambulateur, c'était le moins beau patron qu'on observait. Avec la marchette, ça améliorait grandement. Et dans son cas, on avait introduit des cupules aussi, qu'on pensait qu'elle allait davantage porter, ce qu'elle n'a pas fait, et des orthèses tibiales qu'elle avait aussi de longue date, qu'on a réintroduit là, pour les besoins du vidéo. Ce qu'on observe, c'est qu'en corrigeant, c'est sûr, sa stabilité, le patron de marche augmente, s'améliore de beaucoup à droite, en mettant les orthèses également. Par contre, elle, c'est une intervention tardive parce qu'on sait qu'avec ces clientèles-là, c'est tellement progressif qu'ils ont de la difficulté souvent à voir cette dégénération-là. Ils se sont habitués à leur fonctionnement, donc ils repoussent toujours les aides techniques, les orthèses. Donc, c'est sûr que en faisant cet essai-là, on a ralenti de beaucoup sa vitesse de marche parce qu'elle n'était pas capable de... Ces stratégies d'équilibration sont ancrées depuis longtemps et intégrées. Là, on perturbait tout ça en allant diminuer ses mouvements puis changer ses patrons de mouvement. Donc, c'est sûr que la vitesse a réduit à peu près de 50 % à ce moment-ci. Fait que le questionnement, si on passe un petit peu plus rapidement. Oui, hein? On va passer celui-là. On va même aller... En fait, je vais passer les diapos, puis je vais vous le dire. Donc, c'est ça. Si on parle qu'on veut prévenir cette détérioration-là et maintenir la fonction, c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est de changer un peu nos façons de faire, peut-être aller vers un enseignement tout de suite en bas âge pour que et l'enseignement de qu'est-ce qu'on doit faire, ce pourquoi on a la présence de ces co-contractions-là et quels sont nos moyens actuellement pour réduire ces déformations-là secondaires, donc qui sont les aides techniques actuellement. Donc, si c'est enseigné rapidement en bas âge, c'est sûr que l'acceptation pourrait se faire d'avance. Donc, on pourrait justement là, appareiller ou adapter plus rapidement et éviter ces détériorations-là et maintenir la fonction. Parce qu'on fait beaucoup de rattrapage, je dirais, actuellement, plutôt que de la prévention. Puis c'est sûr que dans ces contextes-là, avec ces maladies-là, bien, l'acceptation est difficile. C'est sûr que aussi, par rapport aux auxiliaires ou aux orthèses, il y a tous les facteurs qui peuvent
nuire à cette acceptation-là. Il y a les facteurs environnementaux, on parle des saisons, l'hiver c'est plus difficile, on parle aussi de la capacité de l'usager de mettre ses orthèses, de transporter ses aides techniques. C'est un ambulateur, c'est très pratique en même temps, c'est pas si facile à rentrer dans une voiture. Des orthèses au niveau de la dextérité aussi, ça peut être difficile à chausser en hiver. Donc, c'est sûr qu'il y a des compromis à faire, mais la personne, si ça lui est mentionné d'avance qu'elle peut prolonger son temps de marche ou son temps d'autonomie au transfert plus longtemps, je pense que ça peut en valoir la peine. Peut-être juste dire, en finissant, actuellement, c'est un début de connaissance et d'une réflexion qu'on a fait. Par contre, c'est clair que l'état des connaissances actuellement, ça entrave vraiment la possibilité d'offrir des interventions qui sont bien ciblées vers la problématique. Et quelles sont les avenues de recherche? Dans le fond, moi, je vais analyser les données cet été auprès de mes 35 participants, ce qui va me donner encore plus de contenu et de pistes de réflexion. Éventuellement, ce serait également d'analyser ça, mais dans la marche réelle. C'est une avenue possible. Mais ce qui est important de retenir, c'est la grande variabilité. C'est sûr, ça diminue vraiment la capacité de bien comprendre le phénomène, ça prend des plus grandes populations, mais les solutions qui sont également amenées au niveau des interventions, c'est vraiment des compromis, puisque, comme Viviane le disait si bien, il y a tellement de facteurs qui entrent en cause, dont les facteurs personnels, environnementaux, etc., selon où on vit. Donc, c'est une question de compromis. Je pense que c'est ça qui est vraiment important de retenir de notre conférence aujourd'hui. Donc, Viviane, as-tu quelque chose à rajouter? Non? Avec un peu de dépassement. Merci. Oui, Josée Larochelle, physicienne pédiatrique Sainte-Justine, Marie-Enfant Montréal, puis Suze de l'Estrée Sherbrooke. Vous parlez d'orthèse précoce, et j'imagine que c'est les UCBL, ceux de la Californie que vous mentionnez. C'est quoi précoce pour vous? En fait, est-ce que je réponds? Oui. En fait, on s'est questionné. Le précoce, ce que je pense actuellement, suite à notre réflexion, on s'est aussi assis avec des physiothérapeutes qui voient beaucoup, parce qu'au Saguenay, on en a 160 des personnes atteintes. Ce qu'on recommanderait, je pense, c'est dès l'initiation de la marche. Puisque comme c'est des compensations pour les déséquilibres, si on va au moins stabiliser la base dès le départ, il y a probablement moins de schèmes, de mauvaises synergies qui vont se mettre dès le jeune enfant. Parce que ce qu'on sait, c'est que les personnes ataxiques, normalement à la naissance, sont très hypotoniques. Donc, pour se stabiliser, vont avoir davantage de co-contraction probablement aussi en bas âge. En fait, c'est une question intéressante. Moi, je suis sûre que l'équipe à Marie-Enfant serait intéressée à participer à un projet de recherche pour le petit nombre qu'on a. Je me permets. Mais c'est parce que dans l'ataxie, le rééquilibre du pas aussi est quand même important. Fait que ce qu'on remarque, c'est quand les jeunes ont des chaussures qui sont trop lourdes, pas assez flexibles, la marche est pire que quand... Oui. Oui. Sans faire une analyse de marche détaillée, là, on est capable de le voir à l'œil nu. Oui. Donc, la question, c'est sûr que le UCBL est quand même assez léger. Oui. Beaucoup utilisé à Sydney, en passant. Pas nécessairement pour l'ataxie en particulier, mais pour tous les problèmes neuromusculaires. Mais ça serait intéressant de faire une recherche pour savoir est-ce qu'il y a vraiment une différence, parce que est-ce qu'on ne va pas plutôt nuire à l'acquisition de la marche en bas âge? Oui. Je pense que Monique, faut tailler le micro. Et puis, c'est sûr que plus je m'excuse, je vais juste répéter pour l'enregistrement. Monique, je répète pour toi. On a 2 données anecdotiques de patients qui ont bien toléré des orthèses plantaires moulées qui ont été faites dans le cadre d'un projet de recherche séparément. Avec la même technique que le projet de recherche fait par Mélissa Martel, physiothérapeute à Marie-Enfant. Puis il semble avoir une bonne réponse. Donc, on n'aurait peut-être pas besoon d'aller chercher des UCBL. Nécessairement, puis des orthèses. Mais l'important, je pense, c'est de voir, parce qu'effectivement, ce sont des pistes de réflexion, mais clairement, si on appareille jeune et qu'on est capable d'introduire une culture plus jeune, ça va être beaucoup plus facile à l'âge adulte. Puis l'acquisition de schèmes plus dits normaux de mouvement aussi. Oui. Non, c'est ça. Ça va être qui va répondre.